Nous sommes tous inquiets face à l'avancée de la technologie. Oui, 60% des nos emplois actuels, pourraient disparaître. Est-ce que cela signifie forcément que c'est la fin pour tout le monde? Allons-nous perdre notre humanité? L'apprentissage auprès de ceux qui l'ont déjà vécu est inestimable. Comment les autres s'y sont-ils pris? Comment ont-ils contourné cela? Comment cela s'est-il passé? James McLaughlin, conseiller à la Fédération des petites entreprises. Avec plus de 250 000 membres et une forte présence, nous organisions 1200 événements annuels partout pour permettre aux chefs d'entreprise de se rencontrer, d'apprendre et de faire des affaires. Ceci est un podcast entièrement consacré à l'apprentissage entre pairs parce que j'ai appris plus avec des personnes comme toi que ce que j'ai probablement appris durant toute ma scolarité universitaire. Nous restons des humains, au fond. Nous aimons le contact personnel. Nous aimons faire partie de groupes. Nous voulons appartenir à quelque chose. Si tu explores comment l'intelligence artificielle et les technologies émergentes vont façonner l'avenir, tu es au bon endroit. Abonne-toi maintenant pour rester informé des dernières conversations avec les pionniers de l'industrie. Découvre comment perfectionner ces technologies en gardant l'humain au centre. Ne manque pas ça. Rejoins la communauté et reste informé. Bienvenue sur le podcast YouTube de Dinis Guarda, présenté par citiesabc.com, businessabc.net et wisdomia.ai. Nous continuons à présenter les leaders mondiaux, les penseurs et les personnes qui apportent un changement dans un monde de plus en plus bouleversé et inspiré par les technologies, par l'intelligence artificielle et par de nombreuses autres choses. Mais surtout, ce que nous célébrons et mettons en avant dans cette série, ce sont les acteurs. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi d'accueillir James McLaughlin, conseiller en adhésion à la Fédération des petites entreprises. Fédération des petites entreprises. James, conseiller d'affaires fort de 35 ans d'expérience en direction dans les services financiers et la fintech, aide les entreprises britanniques lors de transitions majeures et à saisir des opportunités de croissance. À la Fédération des petites entreprises, il assiste les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants dans divers domaines de la gouvernance d'entreprise, de la conformité et du soutien. James est également le partenaire britannique de Bisval, un service professionnel d'évaluation d'entreprise, développant la présence de Bisval à travers tout le Royaume-Uni. Il collabore avec propriétaires, entrepreneurs et dirigeants pour fournir des évaluations expertes en planification stratégique, cession, acquisition et conformité. Il établit et gère aussi des relations stratégiques avec des conseillers professionnels comme des comptables, avocats et spécialistes en finance d'entreprise. Auparavant, Jacques a également occupé des postes de direction tels que directeur du projet LIFE chez Creative Benefits Limited et directeur fondateur d'Équilibre pour Lantide. Jim est expert en planification successorale et stratégie de sortie, aidant les entreprises à réussir leur transition via succession familiale, rachat par la direction ou vente à des tiers. Jacques est un professionnel agréé de l'Institut des assurances agréées. Il possède un Higher National Certificate et un Ordinary National Certificate en génie mécanique de Newtown Abbey Tech 1980-1984 et un diplôme de coaching d'affaires de l'Entrepreneur Circle 2020. Jacques McLaughlin, ou Jim comme on t'appelle, tu es l'une des personnalités les plus fascinantes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle parce que tu es profondément humain et je dis cela avec beaucoup de respect et d'admiration. Je crois qu'on oublie souvent en affaires l'humanité, les histoires et ce qui nous rend uniques, notre façon d'interagir avec les autres. Nous créons de la valeur et tu fais vraiment partie des personnes très spéciales à ce sujet. Donc, tu as eu plusieurs étapes dans ta vie, avec 45 ans d'expérience coréenne, travaillant comme responsable de la sécurité des systèmes d'information, puis à des postes de direction, ainsi qu'en tant que conseiller en adhésion pour la Fédération des petites entreprises, qui est l'une des plus grandes organisations de petites et moyennes entreprises et d'entreprises au Royaume-Uni. Donc, je veux commencer. Quand tu étais enfant, t'imaginais-tu faire ce que tu fais aujourd'hui? Et un peu de ton parcours, de cette enfance jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Bien sûr. Donc, pour répondre simplement à la question, est-ce qu'enfant, je savais ce que je ferais aujourd'hui? Absolument pas. Mais on pourrait probablement dire ça pour la plupart des étapes de ma vie. Est-ce que je savais ce que je ferais dans 5 ou 10 ans? Vous ne savez probablement pas, mais enfant, c'était impossible. Vous savez, quand je grandissais, on essayait de trouver un emploi qu'on garderait toute sa vie et dont on prendrait sa retraite avec une pension. Et c'était, vous savez, c'était l'aspiration de toute personne qui grandissait à cette époque.
Et vous savez, le nombre de portes tournantes par lesquelles je suis passé, ou ce que vous finissez par faire, n'a absolument rien à voir avec ce que vous aviez imaginé faire un jour. Mais c'est ça, la beauté de la vie, n'est-ce pas? Vous ignorez quelle porte franchir et ce qui se passe derrière. Vous avez plus de 35 ans d'expérience dans les services financiers chez FinTech et dans les affaires. En 45 ans, vous avez accompli des choses fantastiques. Nous allons en discuter pour nos auditeurs, mais j'ai aussi mentionné la Fédération des petites entreprises pour vous. Vous êtes un partenaire britannique pour BIS-VALE, un service professionnel d'évaluation d'entreprise, et vous travaillez directement avec des propriétaires, entrepreneurs et dirigeants du monde entier. Je trouve votre expérience incroyable car vous échangez réellement avec de nombreuses personnes différentes. Vous avez toutes ces expériences et vous savez par quoi les gens passent, que ce soit le bon ou le mauvais. Alors, parlez-nous un peu de ces 45 années d'expérience et aussi probablement de certains des hauts, des bas, toutes les histoires que vous souhaitez partager avec nous. Ouais. Oh, cool, mince alors. On pourrait rester ici 2 jours si je commence à vous raconter toutes ces histoires. Je pense que, tu sais, pour revenir à ta question initiale sur comment j'ai fini dans les services financiers, et c'était un accident, c'était vraiment un pur hasard. J'ai fait des études d'ingénieur. Il y avait très peu de travail là où j'ai grandi en Irlande et je suis venu prendre un emploi en dehors de l'ingénierie en Angleterre. Puis je retournais à l'ingénierie après 2 ans de travail bénévole auprès des jeunes. Et littéralement le jour même, j'avais passé un entretien de 6 mois pour mon nouveau poste dans l'ingénierie. Je me suis blessé à la cheville et n'ai pas pu passer la visite médicale. Ils ont dit qu'il faudrait attendre 6 mois pour la prochaine chance. Dans ce cas, oui, j'avais besoin de trouver du travail. C'est ainsi que j'ai intégré les services financiers sans même savoir dans quoi je m'engageais. Je prenais simplement un poste qui m'a fait entrer dans un monde où, en gros, je ne faisais rien d'autre que vendre de l'assurance vie à l'époque. Je faisais ça juste pour gagner un peu d'argent et m'en sortir. Et retourner dans un poste d'ingénieur. Comme souvent dans la vie, un événement est arrivé. Et dans ce cas-là, c'est parce que j'avais vendu un peu d'assurance vie, ce qui a permis de sauver financièrement une famille, car cela a été utile à un moment où sinon leur vie aurait été détruite, une jeune famille. Soudain, j'ai eu une révélation. En plus de gagner un peu d'argent, c'est vraiment une activité très utile dans laquelle s'impliquer. Et cela a déclenché une carrière de 35 ans dans les services financiers. Mais je pense que peu importe dans quoi vous êtes impliqué en affaires, vous savez, pour moi, la vie, c'est les gens. Et vous savez, les affaires consistent à essayer de gagner de l'argent dans une certaine mesure selon ce que vous faites. Mais si vous pouvez combiner ce que vous faites en affaires avec ce qui vous passionne, ce qui pour moi a toujours été d'aider les gens, pouvoir améliorer leur situation après vous avoir rencontré par rapport à avant, alors c'est une chose formidable à pouvoir faire. Voilà comment je me suis retrouvé dans les services financiers. Nous avons ensuite connu une sorte de bouleversement de la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation et la conformité sont présentes dans la plupart des secteurs et il sera certainement intéressant d'observer comment la réglementation va se développer et se formuler dans le monde de la technologie à l'avenir, car elle est clairement absente pour le moment. Et à quoi cela doit-il ressembler et à quoi cela pourrait-il ressembler? Je n'en ai absolument aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que dans les services financiers, la réglementation s'est imposée en 1988. Donc, cela fait 35 ans. Mais surtout, cela a transformé cette industrie pour de bon parce que cela a établi des principes, cela a protégé les gens. En réalité, les entreprises concernées, moi compris, étaient très réticentes à tout changement, comme c'est souvent le cas. Vous pensez que c'est un obstacle qui gêne ce que vous avez toujours fait d'un point de vue commercial et pour réussir, parce que cela vous a forcé à adopter des attitudes différentes envers les choses. Avec du recul, c'est cela qui a façonné l'industrie et permis des valorisations bien supérieures à ce qui était imaginable. Cela m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie de la gouvernance d'entreprise et de ce qu'il convient de faire dans une entreprise. Quelles sont mes responsabilités? Qu'est-ce que je fais réellement? Parce que personne ne se lance dans les affaires pour assumer toutes ses responsabilités. Ils se lancent dans les affaires pour faire ce qu'ils savent faire ou ce qui les passionne. Mais ils n'ont pas le luxe de ne pas devoir ensuite se conformer aux réglementations mondiales ou nationales.
Et ce sont de bonnes choses parce qu'elles vous rendent meilleur dans ce que vous faites. Donc, oui, je pense que vous savez, en prenant cela comme exemple, la plupart des changements que vous n'aimez pas sont généralement des changements positifs, tant que vous les acceptez. Donc, vous savez, à accepter les changements, saisir les opportunités et se dire, vous savez, je vais utiliser cela de manière positive plutôt que de me plaindre, c'est vraiment essentiel dans tout cela. Vous savez, pour les hauts et les bas, oh, criquet. Parmi les moments forts, il y a des expériences personnelles, des rencontres, des lieux visités et des endroits du monde où cela m'a mené, où je ne serais pas allé autrement. Et simplement rencontrer des gens de différentes cultures et faire des choses différentes. J'imagine que vous associez vos bas à des échecs professionnels, car échouer dans les affaires n'est jamais agréable, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. La plupart de mes leçons en affaires viennent des coups durs d'avoir fait des erreurs. Mais oui, je veux dire, je suppose qu'ils sont liés à ça. Mais en même temps, et tu sais, parce qu'on apprend tellement en faisant des erreurs. Si tu t'en saisis et que tu te dis simplement, d'accord, j'ai beaucoup appris de ça, et que tu dépasses la douleur de t'être trompé pour passer à autre chose, c'est plutôt une bonne chose. Donc oui, les moments forts, wow, c'est génial quand tu vends et quittes une entreprise. Tu sais, c'est merveilleux. Tu te sens tellement bien dans ta peau. Tu penses que tu es meilleur que tu ne l'es vraiment. Les bas, probablement la chose que je retiens le plus des moments difficiles, c'est ça m'a appris l'humilité. Vous savez, parce que réussir dans tout ce qu'on fait, ça pousse un peu à l'arrogance quand on réussit tout le temps. Alors que l'échec et les erreurs, tu vois, parce qu'on est tous humains, on se trompe tout le temps. Et vous savez, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous aident vraiment à apprendre l'humilité et à comprendre que quand quelqu'un d'autre se trompe, eh bien, ce n'est pas grave, vous savez, parce que ça vous arrive aussi. L'échec et les moments difficiles ont sans doute été mes plus grandes leçons et m'ont rendu meilleur en affaires, avec plus de tolérance envers d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous aussi. L'échec vous pousse à changer et à vous adapter, ce qui, je pense, est un gros problème. Donc, je veux aborder cette partie où, donc, bien sûr, vous êtes encore un jeune homme, mais au cours des dernières décennies, beaucoup de choses ont changé. Et l'une des choses, par exemple, c'est que j'aime étudier l'histoire. Et comme vous l'avez dit, quand vous avez grandi et quand vous étiez jeune, vous n'auriez probablement pas eu la moitié des opportunités que la plupart des jeunes ont aujourd'hui. Même les gens se plaignent de tout. Et je dirais aussi que de l'Irlande à Londres, bien sûr, c'est un tout autre monde parce que les opportunités sont bien plus grandes dans une grande ville que dans un petit pays, même si c'est un pays merveilleux. Alors, parlez-nous un peu de ces changements, parce que je pense que c'est l'un des sujets que j'aimerais aborder, surtout pour mon jeune public, car je pense que les gens, comme vous l'avez dit, ont un certain manque d'histoire ou de mémoire. Et parfois, on a tendance à se plaindre de tout ce que l'on a, mais on oublie à quel point nous vivons dans l'abondance aujourd'hui, indépendamment de tous les défis auxquels nous faisons face. Je ne sais pas si toi et moi, enfin, l'une des choses aussi, c'est que beaucoup d'emplois, comme tu l'as mentionné au début, on n'aurait jamais imaginé commencer dans l'assurance, puis dans la finance, puis construire et travailler dans une organisation financière ou travailler dans une fédération d'entreprises et ainsi de suite. La plupart de ces emplois n'existaient sans doute pas avant. Je veux aborder ce point car il est crucial pour ceux qui nous écoutent, la rapidité du changement. Et aussi probablement que dans 10 ans, beaucoup des emplois que nous avons aujourd'hui n'existeront plus. Donc nous en aurons beaucoup d'autres. Oui, bien sûr, je ne pense pas qu'il faille attendre 10 ans. La seule chose qui soit constante, c'est le changement. Ce qui est très reconnaissable aujourd'hui, et c'est peut-être en partie parce que, comme elle l'a gentiment dit, je suis encore jeune. Je suis vieux, mais l'une des choses, vous savez, c'est que la vitesse à laquelle le changement se produit augmente clairement. Et vous savez, et cela sera principalement dû aux avancées technologiques et à ce genre de choses. Alors, la vitesse du changement était bien là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la seule chose qui n'a jamais changé pour moi, c'est les gens restent des gens. Et vous savez, depuis toujours, depuis que les humains existent, ils essaient de progresser, de devenir meilleurs et de chercher ce qu'ils vont faire ensuite. Ils ont cherché à contrôler les autres.
nous avons de belles qualités, mais aussi beaucoup de défauts, comme la torture, le contrôle ou le désir de toujours posséder plus. C'est tout simplement une part de notre nature, donc ces choses sont constantes. La façon dont elles se reflètent est différente, vous savez, de génération en génération. Mais oui, bien sûr, comme je l'ai mentionné au début, vous savez, nos aspirations quand nous étions jeunes étaient de trouver un emploi que l'on aurait peut-être la chance de garder toute sa vie et d'avoir une belle carrière. Et vous savez, je parle beaucoup avec les gens de nos jours du mot entrepreneur. Je veux dire, quand j'étais jeune, je ne savais même pas ce qu'était un entrepreneur. Et même au milieu de ma vie, mais pour moi, un entrepreneur était quelqu'un qui était milliardaire, qui avait tellement réussi qu'il était reconnu mondialement comme exceptionnel. Aujourd'hui, devenir entrepreneur est une ambition courante chez les jeunes diplômés. Ils disent simplement ceci. D'accord, eh bien, j'aimerais devenir quelqu'un qui crée quelque chose qui peut apporter de la valeur et améliorer ma vie en même temps. C'est presque la définition. Mais si tu m'avais demandé, tu sais, il y a 25 ans, ce qu'est un entrepreneur, j'aurais donné une description complètement différente de ce que je donnerais aujourd'hui. Je ne me suis jamais vu comme un entrepreneur, juste comme quelqu'un qui a suivi sa propre voie dans les affaires. Tu sais, j'ai juste été un gars d'affaires qui essaie de faire fonctionner les choses et d'améliorer sa vie parce que je n'ai jamais pensé que j'allais devenir, je ne me suis jamais considéré comme l'un de ces individus mondialement riches qui ont tout changé. Donc, je reste, tu sais, même si les gens me décrivent comme tel, je me dis, oh, pas vraiment, mais bon, tu vois, pareil. Oui, et c'est bien. Je veux dire, c'est positif. C'est positif que les gens aient un état d'esprit différent, qu'il y ait plus d'une façon de réussir dans la vie. Et tout le monde a l'opportunité d'aller là-bas, d'avoir une idée, de créer un produit et d'essayer de le proposer. Donc, tu as abordé deux choses qui sont très nouvelles pour moi. Donc, la différence entre une personne qui travaille pour les autres et un entrepreneur, et je sais que c'est pour cela que j'ai créé businessabc.net, précisément parce que je voulais mettre en avant l'importance du business, du numérique et de l'amélioration. Mais ce que j'ai constaté, c'est le défi où les gens trouvent que, comme vous l'avez dit, la plupart des gens veulent un emploi à vie, ils veulent avoir leur vie. Ils ne veulent pas avoir se concentrer sur la gestion des risques lors de la création. Donc, selon votre expérience, vous avez créé, impliqué et observé de nombreuses entreprises. Vous appartenez à la Fédération des petites entreprises. La Fédération des petites entreprises, pouvez-vous en parler? Quels sont, selon vous, les principaux atouts des entrepreneurs et non-entrepreneurs, ainsi que les défis sociétaux liés à ces deux notions? Et c'est un grand défi. Les États-Unis sont plus entreprenants que l'Europe et la plupart du monde. C'est pourquoi les États-Unis dominent l'économie malgré leurs problèmes. Les pays plus entreprenants sont souvent plus prospères, mais en réalité, c'est une culture que l'Europe n'a pas. Nous avons peur de l'entrepreneuriat. Londres fait sans doute exception, mais c'est encore plus vrai pour le reste de l'Europe. Je suis portugais, un peu français, et je vois les difficultés que les gens rencontrent avec l'entrepreneuriat, ainsi que beaucoup de préjugés. Oui, je veux dire, je pense qu'il y a des différences de mentalité selon les cultures et il faut simplement accepter qu'elles existent. Tu sais, tu as mentionné les États-Unis. Tu sais, ouais, j'ai observé ça de nombreuses fois au fil des années. Et tu regardes les Américains, tu rencontres des Américains, tu rencontres des hommes d'affaires américains, et tu sais, ces gars-là sont à l'aise à l'oral, ils savent vraiment bien raconter leur histoire. Tu sais, tu es tellement impressionné quand un Américain fait un discours ou une présentation ou quelque chose comme ça. Et puis parfois, tu engages une conversation plus profonde avec lui et tu te dis, mon Dieu, il n'y a rien d'aussi exceptionnel, il n'y a rien de si spécial chez ce gars-là. Comment diable fait-il aussi bien? Et tu sais, donc ça, mais les Américains ont typiquement ce que je trouve fantastique. Si jamais ils ont une idée ou quelque chose, ils ont cette attitude de, eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi tu ne ferais pas ça? Faisons-le. Alors qu'en Europe et au Royaume-Uni, même au Royaume-Uni et même à Londres, tu sais, il y a une mentalité différente où, au lieu de dire pourquoi pas, ils disent généralement, oh, pourquoi tu ferais ça? Tu pourrais juste trouver un boulot. Et tu sais, depuis l'enfance, avec l'influence de tes parents, de tes professeurs et des personnes influentes, c'était pourquoi tu n'irais pas chercher un vrai travail? Donc, il y a une mentalité différente sur ce à quoi ressemble une vie réussie en termes de deux états d'esprit différents. Et je pense aussi que tu sais, si tu fais cette comparaison entre l'Europe et les États-Unis, encore une fois, aux États-Unis, ils applaudissent, reconnaissent et célèbrent le succès, alors qu'au Royaume-Uni, et je ne peux pas parler pour toute l'Europe, mais
dans certaines parties que j'ai vues. Il y a souvent un élément de jalousie quand quelqu'un d'autre réussit et les gens ne veulent pas que les autres réussissent parce que ça met en lumière le fait que, tu sais, toi, tu n'as pas fait ça, alors je vais dénigrer ce que quelqu'un d'autre a fait, je vais en parler négativement. Donc, il y a des éléments de jalousie et des éléments où ça met en avant ce que les autres n'ont pas fait. Donc, il y a ces différents états d'esprit qui, tu sais, génèrent la façon dont les choses peuvent arriver. Mais je ne pense pas que l'imagination, la capacité, les idées en Europe soient en quoi que ce soit inférieures à celles des Américains. C'est juste une question de mentalité. Mais je pense que ça change. Je pense vraiment qu'il y a un changement à ce sujet. Et beaucoup plus de gens veulent être responsables d'eux-mêmes en ce qui concerne ce qu'ils veulent accomplir à l'avenir. Oui, c'est très important, les distinctions que tu as faites. Et je suis complètement d'accord que nous avons ces problèmes en Europe, même si nous avons beaucoup de personnes créatives, beaucoup d'innovateurs et en fait beaucoup de créateurs. Le Royaume-Uni est probablement l'un des pays les plus ingénieux de l'histoire en termes d'invention, d'Internet à beaucoup d'autres choses que nous utilisons à l'échelle mondiale. Mais oui, en ce qui concerne l'évolutivité, les États-Unis nous battent clairement et même l'Europe ou l'Asie ont beaucoup appris des États-Unis. Mais bon, pour revenir à ton parcours, donc tu es une personnalité associée à la Fédération des petites entreprises et les petites entreprises représentent l'une des plus grandes organisations au Royaume-Uni. Tu es conseiller en adhésion, je crois que c'est ton titre officiel, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, parle-nous de la Fédération des petites entreprises, qui est une organisation assez importante au Royaume-Uni avec une grande présence et plus de 250 000 membres. Bien sûr, certains sont plus actifs que d'autres, mais c'est à peu près ce chiffre-là. Et explique-nous un peu ce que c'est et ce qu'elle fait. Oui, donc la Fédération des petites entreprises a été créée en 1974. En fait, à l'origine, c'est un homme d'affaires du nord de l'Angleterre, propriétaire et dirigeant d'une petite entreprise, qui était extrêmement frustré par un projet de modification de la fiscalité pour les petites entreprises. Il a alors publié une annonce dans la presse nationale pour inviter d'autres petites entreprises à le rejoindre et aller à Westminster afin de faire pression sur le gouvernement contre ce changement fiscal absurde. C'est ainsi que l'organisation est née. C'est une organisation à but non lucratif basée sur l'adhésion qui s'est développée à partir de cette initiative, en reconnaissant qu'elle existe pour et au nom de ses membres, et elle continue de le faire aujourd'hui. C'est une organisation qui continue de tenir le gouvernement responsable au Royaume-Uni, aussi bien au niveau national que local et régional dans tout le pays, en menant le bon combat au nom des petites entreprises, mais en même temps, elle a développé un programme d'avantages pour ses membres qui, en gros, leur facilite la vie. Et pour essayer de donner une explication simple de cela, écoutez, quand on se lance dans les affaires, et c'est quelque chose que je dis souvent aux nouvelles entreprises qui démarrent, ou même aux entreprises existantes, quand on se lance, il faut être bon et passionné par ce que l'on fait, quelle que soit votre solution, votre produit ou votre service. Peu importe ce que c'est, je pars toujours du principe que vous êtes brillant, le meilleur, excellent dans ce domaine. Mais maintenant que vous êtes en affaires, l'une des choses fondamentales qui devient importante pour vous, c'est d'obtenir des clients et de les fidéliser. Vous devez donc développer de nouvelles compétences. Où vais-je trouver mes clients? Oui, je suis très bon dans ce que je fais, mais il faut quand même que des clients l'utilisent, le reconnaissent, etc. Et ensuite, il faut les garder. C'est donc une nouvelle dimension à maîtriser. Sinon, vous n'avez qu'un emploi, vous êtes juste bon dans quelque chose. L'autre aspect, c'est qu'en entrant dans les affaires, vous devenez responsable d'un ensemble de responsabilités fiduciaires, de réglementation, de conformité. Vous portez la responsabilité des employés, de la communauté, de tout ce que fait votre entreprise. Vous vous engagez désormais à respecter tout un ensemble de nouvelles responsabilités, à agir correctement, à être bénéfique pour la communauté et tout le reste. Donc, ces deux aspects extérieurs, comment obtenir et fidéliser des clients et comment rester dans la légalité et respecter toutes les règles et réglementations. Ce sont ces deux domaines dans lesquels la Fédération des petites entreprises est vraiment efficace pour aider ses membres. D'un côté, c'est une organisation de réseautage très active. À travers le Royaume-Uni,
Nous organisons environ 1200 événements par an partout, où les gens peuvent rencontrer d'autres chefs d'entreprise, apprendre d'eux, éventuellement faire des affaires ensemble, etc. etc. C'est une grande partie de la façon dont ils gagnent de nouveaux clients et apprennent aussi grâce à l'apprentissage entre pairs, ce qui est tout aussi important, car la plupart des chefs d'entreprise respectent l'expérience d'un autre chef d'entreprise plutôt que ce qu'un conseiller professionnel leur dit, car un conseiller professionnel a toujours des honoraires à la clé. Encore une fois, il s'agit de comprendre le comportement humain, ce qui pousse les gens à prendre des décisions ou non. Et je pense que la compréhension du comportement, tout le principe des sciences comportementales, ce que ça fait et comment ça fonctionne est essentiel. Le réseautage est donc un élément clé et nous le faisons largement pour nos membres. Du côté de la conformité et de la réglementation, nous sommes là pour les soutenir, les attraper et leur fournir tous les outils dont ils ont besoin pour être conformes et rester du bon côté de la loi et des règlements. Plutôt que de rentrer dans le détail de chaque service, je dirais que nous sommes une organisation à but non lucratif basée sur l'adhésion qui continue de faire du lobbying auprès du gouvernement sur tout ce qui est préjudiciable aux petites entreprises et nous obtenons régulièrement des victoires importantes à ce sujet. Mais nous reconnaissons aussi que nous existons pour nos membres et nous les soutenons à travers des services et des produits. Ce qui est un mot d'ordre fantastique et je tiens aussi à féliciter l'organisation parce que, comme vous l'avez dit, la défense des petites entreprises est quelque chose de très important. La plupart de la société ne pense qu'aux grandes entreprises et aux institutions. Et il y a, comme vous l'avez dit, un manque de compréhension de l'importance des petites et moyennes entreprises. Je suis un grand fan des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et du monde des affaires en général. Je respecte toute personne qui fait preuve de la rigueur nécessaire pour maintenir le navire à flot, créer des emplois, etc. Même si c'est petit, c'est énorme et se battre pour cela est essentiel pour la société. Vous êtes également un partenaire britannique de Visual, un service professionnel d'évaluation d'entreprise. Parlez-nous de cela, car c'est très important, surtout pour les startups et les organisations. Vous travaillez avec de nombreux chefs d'entreprise et entrepreneurs sur la planification stratégique, la préparation à l'Australian Securities and Investments Commission, les acquisitions et la conformité. J'aimerais aborder ce sujet car même les personnalités du monde des affaires, si elles n'ont pas un grand cabinet comptable ou juridique, font toutes ces erreurs et la plupart des petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se le permettre. Oui, alors comment puis-je mieux décrire cela? Je suppose que tout au long de ma carrière en tant que chef d'entreprise, il faut prendre des décisions en permanence. On est sollicité par beaucoup de gens qui essaient de vous vendre leurs services, de vous montrer différentes façons de faire et les méthodologies changent. On parle de la technologie aujourd'hui, de ce qu'elle apporte, de ce qu'est le marketing, mais les fondamentaux restent exactement les mêmes. Seules les méthodes changent et les résultats qui en découlent, mais les bases sont identiques. Par exemple, quand j'ai commencé dans les affaires, on essayait de me faire acheter de la publicité à la radio ou dans les journaux locaux pour faire connaître ce que je faisais. Aujourd'hui, il y a le référencement, le digital, le marketing sur LinkedIn et je suis sûr que ça évoluera encore. Toutes les méthodes changent, mais le principe reste le même. Du point de vue d'un chef d'entreprise, ce qui m'a toujours frustré, c'est que personne n'a jamais su me traduire concrètement ce que cela représente et comment ça fonctionne. Je n'aime pas le langage comptable, je ne comprends pas tout le jargon que les gens utilisent. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi je devrais faire quelque chose, à quoi ça ressemble, comment ça se passe concrètement. Et la base de tout cela, dans beaucoup de cas, c'est de comprendre quelle est la valeur de votre entreprise et où vous aimeriez que cette valeur évolue. Historiquement, j'ai été impliqué dans des démarches pour obtenir des évaluations d'entreprise à différentes étapes, pour différentes raisons. Je pense qu'on a toujours vu l'évaluation d'entreprise comme un événement ponctuel. Par exemple, quand quelqu'un a besoin de connaître la valeur de son entreprise, parce qu'une autre personne souhaite y investir ou parce qu'il faut évaluer l'entreprise. Il s'agit d'entreprises privées qui ne sont pas cotées, donc il n'y a pas de valeur reconnue officiellement. Toute entreprise privée, comment l'évaluer? Parce qu'une entreprise ne vaut que ce que quelqu'un est prêt à payer. Et ce que le propriétaire pense que ça vaut n'est pas forcément ce que l'acheteur est prêt à payer. Il y a souvent un écart entre les deux. Donc, la base pour comprendre, c'est que la plupart des gens ont une idée de là où ils veulent emmener leur entreprise.
Ce n'est pas toujours pour la vendre. Ça peut être une entreprise familiale. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on construit une entreprise. Ce n'est pas forcément pour la vendre un jour et gagner beaucoup d'argent. Ça peut être un familial intergénérationnel qui existe depuis des générations, etc. Mais fondamentalement, il y a toujours ce principe. Quelle est la valeur de cette entreprise et pourquoi sommes-nous là? Donc, je prends un peu de temps pour expliquer cela. Je pense que les évaluations, elles peuvent être très lourdes et très coûteuses. Elles ont tendance à être réalisées par de grands cabinets comptables qui vont essayer de fournir une évaluation pour répondre à l'objectif du moment. Par exemple, cela peut concerner un chef d'entreprise privé qui a peut-être traversé un divorce et, dans le cadre du règlement du divorce, il faut attribuer une valeur à l'entreprise. Et cela peut arriver alors même qu'il n'y a aucune intention de la vendre. Il s'agit simplement d'une question de règlement. Ces situations existent encore aujourd'hui. Savoir comment évaluer correctement la valeur de votre entreprise et où elle se situe, je pense que c'est vraiment important. Mais tout aussi, voire encore plus important, c'est de pouvoir comprendre si c'est la valeur de mon entreprise aujourd'hui, mais que j'aimerais qu'elle vaille cela dans 5, 7 ou 10 ans. Que dois-je faire pour y parvenir? Plutôt que de simplement se faire vendre une méthode marketing, une méthodologie ou un conseil qui ne fait qu'ajouter à mes problèmes et me dit que je dois changer ceci ou cela. Tout ce qu'ils font, c'est créer plus de problèmes et ils ne disent pas réellement quel impact cela aura sur votre entreprise. Vous savez, des choses comme le risque de concentration de la clientèle ou la dépendance à l'égard du propriétaire dans l'entreprise. Rien de tout cela n'a à voir avec le bénéfice que l'entreprise réalise, ce qui est traditionnellement ce que les gens pensent être ce qui la rend précieuse. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour le faire, donc avoir la capacité de comprendre la valorisation de votre entreprise et de comprendre quelles sensibilités appliquées à celle-ci auront un impact et où cette valorisation peut aller, cela apporte simplement de la clarté sur, d'accord, je sais maintenant pourquoi je veux faire cela et je sais maintenant quel chemin je dois suivre et où cela mène. Donc Bisval fait tout cela et il n'y a jamais vraiment eu quoi que ce soit que j'ai vu qui le fasse. Et en tant qu'organisation, elle a été fondée par un avocat et un comptable. Et l'un d'eux était un entrepreneur en série et était frustré par le prix et le temps qu'il fallait pour obtenir une évaluation d'entreprise lorsqu'il traversait l'une de ses sorties et il s'est dit qu'il devait y avoir une meilleure façon. Vous savez, je comprends qu'il faille 6 mois pour obtenir un 90 pages, donc 80 pages, sont des clauses de non-responsabilité et en fait, le reste me donne les informations dont j'ai réellement besoin. C'est pourquoi cela a été créé, pour apporter une manière plus efficace et plus rentable pour les entreprises de comprendre ce qu'est une valeur et où elle doit aller. Mais cela a ensuite débordé sur autre chose. Il y a probablement moins de 15% des entreprises qui ont réellement besoin d'une évaluation pour un événement. Mais pourquoi n'utiliseriez-vous pas les évaluations pour toutes les autres choses que vous voulez accomplir dans l'entreprise? Parce qu'au final, tout se résume à des chiffres, car il y a très peu d'autres moyens de mesurer. Il y a un but social et d'autres choses que vous pouvez faire, mais il y a quand même des chiffres autour de cela. Vous devez quand même pouvoir voir à quoi ressemblent ces chiffres. Donc, pour moi, la partie valorisation a été une bouffée d'air frais. Je me dis, oh, n'est-ce pas merveilleux, mon Dieu? J'aurais aimé que cela soit disponible pour moi dans beaucoup des entreprises que je possède, car cela m'aurait évité de prendre la mauvaise direction. Car j'aurais pu dire, si j'applique cette sensibilité, qu'est-ce que cela fait à mon entreprise? Cela m'aurait permis d'aller dans la bonne direction, de comprendre les choses qui pourraient augmenter la valeur et sur quelle période, et de poursuivre celle-ci parce que c'est vraiment ce que je veux accomplir. Et en fait, beaucoup de chefs d'entreprise se contentent de gérer l'entreprise sans même prendre le temps de réfléchir et de comprendre pourquoi ils vont là où ils vont et ce qu'ils font. Ils pensent juste, eh bien, il faut juste grandir ou il faut juste faire cela. Ils ne savent même pas pourquoi. Donc, traduire cela en donnant un but, une compréhension et une direction à un chef d'entreprise, pour moi, c'est vraiment important. C'est pourquoi j'ai ce rôle chez Bisval. Et pour moi, je fais toujours ce que j'aime faire, c'est-à-dire aider d'autres chefs d'entreprise. Le rôle que j'occupe pour la Fédération des petites entreprises, c'est de faciliter et d'aider d'autres chefs d'entreprise. Le rôle que je joue chez Bisval, c'est que je veux évangéliser les gens, leur dire utilisez cet outil, vous allez créer beaucoup plus de réussite et beaucoup moins d'échecs pour les petites et moyennes entreprises en termes de direction, parce que vous allez leur donner une visibilité traduite qu'ils comprennent sur l'endroit où ils vont et comment y arriver. Vous abordez beaucoup de points importants et j'y adhère complètement, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien enseigné
Et je crois que si vous allez, j'ai enseigné en école de commerce, donc je comprends probablement mieux cela dans le sens où, d'accord, la plupart de ces choses ne sont pas enseignées. Par exemple, j'ai un master et beaucoup de choses. Je n'ai aucune formation en commerce et l'éducation commerciale que j'ai eue, même si je viens d'une famille d'entrepreneurs, c'est que je l'ai apprise moi-même. Et même dans mon cas, j'ai créé une banque et je suis une personnalité mondiale dans l'intelligence artificielle. Ces petits détails que vous avez mentionnés sont super importants et c'est pour cela que je veux mettre en avant des personnes comme vous parce que je pense qu'on ne peut pas sous-estimer ces choses et les défis auxquels les petites et moyennes entreprises sont confrontées, les affaires, etc. Bien sûr, si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez toute la machine qui travaille pour vous. Bien sûr, vous avez beaucoup de défis, mais vous devenez une machine ou une personne de cette machine. Dans ce cas ici, il faut faire partie de tout cela. Donc, j'aimerais aborder avec toute votre expérience, et vous avez beaucoup de choses et d'histoires fantastiques, ce que vous en pensez. Et je veux souligner un chiffre qui m'était resté en tête après que vous me l'ayez dit. Au Royaume-Uni, avec 5,5 millions de petites et moyennes entreprises, environ 34 000 ont plus de 50 employés, ce qui est un chiffre assez fou pour ne pas dire moins, même pas 10%. Donc, j'aimerais aborder ces chiffres, mais aussi la réalité, parce que la réalité, c'est que les petites et moyennes entreprises sont en difficulté et c'est assez ironique. Si l'on regarde les 7 plus grandes entreprises technologiques du monde, elles représentent environ 50% de l'économie mondiale, ce qui est un paradoxe. D'accord, parce que cet argent va aux actionnaires et il va dans une sorte de système qui est très abstrait pour la plupart des gens, car la plupart des gens ont un chèque pour payer les factures jusqu'à la fin du mois. Allez, la majorité d'entre eux, ainsi que de nombreuses familles sont à la limite. Je parle de l'Europe, car en Afrique et en Asie, où j'ai travaillé, c'est plus sensible. Les gens n'ont pas la protection sociale du Royaume-Uni et de l'Europe. Donc, j'aimerais aborder ce sujet et je sais que c'est une grande question, mais j'aimerais me concentrer particulièrement sur les histoires et certains épisodes que vous et moi mettons en lumière ici. Oui, c'est vrai. Le Royaume-Uni, par exemple, on disait autrefois que nous étions une nation de commerçants. Et ce que cela signifiait, c'est que essentiellement, nous avons toujours été fantastiques pour avoir plein de petites entreprises familiales et de petites entreprises. Et elles avaient très rarement la volonté ou l'envie d'être autre chose que cela. Vous savez, cela suffisait souvent en soi. Et donc, oui, nous avons toujours beaucoup de micro-entreprises dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Je veux dire, il y a différentes définitions de ce qu'est une petite et moyenne entreprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de nombre d'employés, etc. Oui, même dans ce secteur, il y a beaucoup de micro-entreprises, mais elles restent très importantes pour l'économie. Et elles restent très importantes pour la manière circulaire dont nous faisons les choses. Et peu importe si quelqu'un a un objectif social plutôt qu'un objectif financier, mais il ne pourra pas atteindre cet objectif social sans stabilité financière. Donc, il doit y avoir un aspect financier. Et tu as raison. Bon, ben, le contrôle du monde est de plus en plus concentré entre quelques cercles, notamment les grandes entreprises comme qui dirigent et possèdent tout cela. Et ça ne donne pas l'impression que ce soit une bonne situation. Tu sais, si on ne donne pas l'oxygène ou l'espace nécessaire aux petites entreprises pour qu'elles aient plus d'ambition de se développer, tu sais, alors je ne sais pas où ça va mener, la situation ne semble pas bonne. Tu sais, ces grandes entreprises doivent utiliser leur argent, alors elles achètent encore plus de petites et moyennes entreprises et finissent par avoir un problème à mesure que leurs acquisitions grossissent. Donc, donc je pense que c'est comment équilibrer nos actions et le sens de notre vie. Vous savez, nous aimons la communauté et je vais revenir sur le fait que, vous savez, j'ai été un observateur de le comportement des gens et pourquoi ils font certaines choses. Pourquoi agissez-vous? Pourquoi agissez-vous différemment dans une foule par rapport à ce que vous feriez individuellement? Pourquoi les gens agissent-ils ainsi? Pourquoi faites-vous des choses que vous ne feriez jamais? Regardez un match de football au Royaume-Uni. Des personnes habituellement réservées et professionnelles se comportent comme des membres d'une tribu ancienne en soutenant leur équipe, car elles adoptent les comportements du groupe. Cet aspect comportemental est crucial. Mais je pense que les petites et moyennes entreprises sont importantes pour les communautés parce qu'elles soutiennent les communautés. Elles, vous savez, elles accomplissent différentes choses.
Et je pense que nous sommes tous inquiets avec l'avancée de la technologie et l'augmentation constante de la taille des grandes entreprises. Allons-nous perdre notre humanité? Comment pouvons-nous l'utiliser comme objectif pour que nous puissions combiner les deux et comment ils peuvent s'unir? J'ai beaucoup d'idées en tête à ce sujet. Je ne suis pas toujours le meilleur pour exprimer mes idées, mais je pense qu'en principe, c'est pour ça que je dis que fondamentalement, nous restons des humains au fond de nous. Nous aimons le contact personnel, nous aimons faire partie de groupes, nous voulons appartenir à quelque chose, nous aimons nous attacher à d'autres personnes qui partagent des croyances similaires aux nôtres, etc. Ce sont des choses positives. C'est souvent à ce moment que la bonne volonté et la participation émergent. Je ne sais pas si je réponds à votre question, pour être honnête. Je m'excuse. Et je pense simplement qu'il y a une vision plus large sur pourquoi il est important qu'il y ait des opportunités pour les petites entreprises. Et ce n'est pas seulement pour l'économie, c'est ça mon point. Je pense que c'est pour le bien de tout le monde, pour leur avenir et comment ils vont avoir une vie meilleure, ce qui te permet de te sentir épanoui. Et j'imagine qu'avec le temps aussi, en vieillissant, on est motivé par différentes choses. Les relations sont importantes. Et tu sais, les choses qui te rendent heureux changent un peu en vieillissant. Mais je pense qu'il est crucial pour nous de ne pas passer à côté de ces choses-là. Et de tourner la page, tu sais, de se dire que ce n'est pas important. Je crois que c'est une erreur d'agir ainsi. Je suis entièrement d'accord, tu soulèves un point très important et c'est justement ma prochaine question. Comme tu l'as mentionné, nous faisons face à un énorme défi en ce qui concerne la façon dont la rapidité de la technologie change tout. La façon même dont nous percevons les choses, parce que comme tu l'as dit, nous venons juste de sortir du COVID, ce qui a en fait rendu ce service plus numérique parce que tout le monde a dû passer par le COVID. Soudain, l'intelligence artificielle supprime des emplois très vite, ce qu'il ne faut pas sous-estimer. Bon, je sais que beaucoup de gens, mes collègues dans la technologie, disent que ça va être merveilleux et tout le reste, mais on parle d'un potentiel de 60% de déplacement d'emplois. Ce n'est pas anodin et je ne suis pas le seul. McKinsey et d'autres l'ont aussi constaté. Alors, comment voyez-vous votre interaction avec les petites et moyennes entreprises? Et vous êtes à Londres, qui est probablement la ville la plus sophistiquée du Royaume-Uni et aussi l'une des villes les plus sophistiquées au monde. C'est en fait Londres se classe, je crois, parmi les 4 premières villes technologiques du monde, entre la 3e et la 5e place, et dans certains cas, même plus haut. Et c'est aussi la première ville en termes de puissance mondiale, la première ou la 2e place, et la première ou la 2e place en tant que centre financier mondial, ainsi que parmi les 2 ou 3 premières villes médiatiques du monde. Donc, nous sommes dans un écosystème très privilégié, mais nous discutons de ce défi, alors j'imagine le reste du monde. Donc, j'aimerais aborder ce point parce qu'évidemment, il y a des personnes qui nous écoutent depuis l'Inde, l'Allemagne, l'Afrique, l'Asie. Comment voyez-vous ce défi vous-même? Quelqu'un avec une grande expérience, mais aussi dans de grandes organisations qui comprend ce qu'il faut faire et qui a l'expérience pour se défendre et ainsi de suite. Oh, c'est une question délicate. Tu sais ce que je crois vraiment? Je pense qu'on ne connaît pas encore les solutions. Donc, je pense que tout ce que je pourrais dire ou penser aujourd'hui ne s'avérera probablement pas vrai. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Parce qu'on ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. Donc, vous savez, ça se passe et ça avance à un certain rythme en ce qui concerne la direction que ça prend. Et comment avancer vers la reconnaissance de l'intégralité des valeurs qui sont importantes pour notre survie. Oui, 60% de nos emplois actuels pourraient disparaître sans que l'on sache où ils iront. Est-ce que cela signifie nécessairement que c'est la fin pour tout le monde? Est-ce que c'est le pire? Vous savez, peut-être qu'il y a, vous savez, comment remplacer l'importance d'autre chose que remplacer, vous savez, qui occupe littéralement cet espace. Donc, ce n'est peut-être pas simplement pur, parce que, vous savez, les emplois ont une corrélation directe avec l'argent que vous gagnez pour faire les autres choses que vous voulez faire dans la vie. Je pense que c'est là que tout va changer. Je pense que, et je ne sais pas ce que ce sera, donc je n'en ai aucune idée, mais je ne pense pas que ce que vous faites de votre temps sera aussi massivement orienté directement vers combien d'argent je peux gagner pour le dépenser dans des choses que j'essaierai de trouver du temps pour apprécier. Je pense que cela va évoluer. Et le défi sera
de ne pas permettre à ces grandes entreprises de voler à l'humanité la capacité de pouvoir embrasser ces autres choses parce qu'elles pourraient avoir plus de temps libre? Ou bien, où peuvent-ils trouver satisfaction ou valeur d'un point de vue social ou simplement de manière générale, tout en étant capable d'avoir un niveau de vie acceptable? Nous avons été très compétents, le monde est très capitaliste et cherche la livre, le dollar, le yen, quelle que soit la devise. Vous savez, on poursuit cela parce que c'est considéré comme la seule chose qui mérite d'être atteinte. Et je pense que cette attitude est en train de changer partout de manière générale. Donc je ne connais pas la réponse à cela, je suis désolé. Je serais curieux de voir où cela va mener. Oui, personne ne le sait autrement. Hein. Je pense aussi que nous avons plus de pouvoir que tu ne le crois, car comme tu l'as dit, je travaille et construis la technologie. Donc je suis en partie responsable de ça. Ouais, c'est pourquoi j'essaie d'apprendre auprès de personnes comme toi et de comprendre le défi auquel nous faisons face. Donc, en arrivant à ce point, et je pense qu'en avançant, donc l'une des choses essentielles pour les entreprises, c'est que nos familles, les entreprises et les équipes de direction examinent leur infrastructure. Et la façon dont elles le font concerne un domaine de ton expertise, la planification de la succession. Comment considères-tu même la transmission entre équipes de direction d'une équipe à une autre? Tu as beaucoup d'expertise sur ce sujet. Tu constates aussi les difficultés des entreprises en gestion, financement et autres domaines. Donc, parmi ces sujets généraux, lesquels rencontres-tu le plus souvent et lesquels te semblent les plus difficiles pour les gens? Tu sais, je pense que le problème vient généralement du fait qu'il n'est tout simplement pas abordé ou reconnu comme devant l'être. La dynamique change dans une famille multigénérationnelle où tout se transmet de génération en génération, notamment la propriété familiale. Mais le problème sous-jacent reste le même, car tout cela peut disparaître s'ils ne reconnaissent pas les problèmes particuliers qui existent dans une famille multigénérationnelle, où la planification de la succession consiste à transmettre à la génération suivante. Et souvent, il s'agit de reconnaître l'inégalité au sein d'une famille en termes de qui contribue, qui ne contribue pas, ce qui est important pour eux, tous ces facteurs-là. Et s'ils ne sont tout simplement pas reconnus, alors ils ne sont pas traités. Dans une entreprise non familiale, juste une entreprise normale, comment se passe leur planification de la succession? Maintenant, cela peut être aussi simple que je vais construire une entreprise, je vais en sortir, je vais la vendre. Et ensuite, je vais faire ce que je veux du reste de ma vie ou prendre ma retraite. Mais à moins que vous ne reconnaissiez ce que la succession signifie pour vous et comment vous voulez qu'elle se présente, vous n'avez aucune capacité à la planifier. Et c'est le plus gros problème que je constate, c'est que les gens ne réalisent même pas, ils ne comprennent même pas que c'est un sujet qui doit être abordé pour y arriver. Et vous savez, simplement avoir plus d'argent ou être plus riche, ce n'est généralement pas ce que je veux dire. C'est intéressant si vous regardez la série télévisée Succession aux États-Unis, avec cette famille de milliardaires dans le monde des médias. Ils n'étaient pas plus heureux. Ils n'y parvenaient pas car ils n'avaient jamais défini clairement leurs objectifs ni leurs motivations. Donc, je pense que le plus gros problème, c'est de s'arrêter, tu sais, de prendre, tu sais, une bouffée d'air frais et vraiment s'arrêter, prendre du recul. Mon principal problème est d'amener les gens à prendre du recul et à se demander pourquoi ils agissent ainsi et ce qu'ils veulent vraiment accomplir. Et tu dois toujours, parce que si tu ne commences pas avec la fin en tête. Si tu ne sais pas ce qu'est la fin en tête, tu n'as aucune chance de planifier pour ça. Tu n'as aucune chance de choisir la bonne voie sur ce sujet. C'est le principal problème. Et juste parce que tu pensais savoir où tu voulais aller aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu penseras la même chose l'année prochaine. Donc, tu as la fin en tête, tu planifies en conséquence, puis tu révises. Je pense que c'est fondamental. Oui, c'est un élément clé. Donc, En ce qui concerne les principaux enjeux liés aux petites et moyennes entreprises et aux affaires en général. Donc, nous parlons de certains aspects qui, si l'on regarde les données macroéconomiques, concernent le financement, les subventions, la transformation numérique et des sujets connexes. Et quelles sont les choses qui, par exemple, parmi celles-ci, disons, si l'on regarde la transformation numérique, dans le financement et même le soutien dans beaucoup des sujets que nous avons mentionnés, sur une échelle de 1 à 3, ou du moins, quelle serait
et je sais que vous seul avez accompagné des milliers d'entreprises. Vous traitez avec des milliers d'entreprises. Sur quoi pensez-vous que les gens rencontrent des difficultés? La compréhension avant tout. Vous évoquez l'écart entre l'enseignement en école de commerce et la réalité professionnelle, ainsi que vos choix de carrière. Le principal problème est que beaucoup ignorent comment atteindre leur objectif. Cela rejoint un peu la question de l'évaluation d'entreprise que j'ai soulevée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un moyen de se sentir éduqué au lieu de simplement comprendre ce qui est requis et pourquoi. Avez-vous besoin de lever des fonds ou de changer la technologie? Et si oui, quel en sera l'impact? Ah, quel est le coût et quel est l'impact? Donc, c'est généralement ce que j'ai constaté avec la plupart. Je veux dire, je connais beaucoup de chefs d'entreprise et la plupart de mes amis sont des chefs d'entreprise. J'ai aussi dirigé une entreprise et la plupart de mes échecs sont arrivés parce que je n'ai jamais vraiment compris où j'allais et pourquoi. Je n'étais pas capable d'interroger correctement quoi faire et quand arrêter de faire des erreurs. Parce que vous savez, l'une des choses clés, l'une des choses les plus difficiles à faire en affaires, c'est de revenir sur une décision que vous avez déjà prise. Et certainement, si je regarde les situations où j'ai subi des pertes importantes en affaires, cela a toujours été parce que je n'ai jamais été capable de me retirer de ces décisions plus rapidement, parce que je n'avais aucune capacité à savoir pourquoi je devais m'en éloigner. On s'attache et on se dit qu'il faut que ça marche, surtout après avoir dépensé autant d'argent. Il faut trouver comment faire fonctionner tout ça. Le propriétaire d'entreprise ou l'entrepreneur est doué pour résoudre les problèmes, ce qui fait leur succès. Donc, ils ont en quelque sorte la conviction qu'ils peuvent y arriver. Il y a donc un équilibre entre cet état d'esprit et la volonté de trouver des solutions. Mais en même temps, il faut être capable de comprendre quelles sont les conséquences si je ne fais pas bien les choses. À quel moment devrais-je abandonner? Et vous savez, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous persuadés d'avoir repéré les tendances, mais c'est toujours trop tard. Vous savez, c'est pour ça que les gens achètent sur les marchés quand c'est au plus haut et vendent quand c'est au plus bas, parce qu'ils pensent avoir raté une opportunité. Alors, ils vont acheter quand même. Acheter était mal choisi, puis ils vendent. Et ensuite, donc c'est l'inverse de ce qu'ils devraient faire parce qu'il n'y a pas d'éducation à ce sujet. Donc, je pense que c'est pareil pour le business. Quelles décisions m'aideront? Puis-je demander une subvention et y ai-je droit? Que faire et quel impact pour mon entreprise? Dois-je adopter la technologie? Est-ce que j'apprécie cela? Comment utilisons-nous cela? Je veux dire, même dans Bisval, au sein de l'entreprise, nous avons créé à l'intérieur de cette entreprise une bonne technologie qui apporte littéralement des évaluations de qualité banque d'investissement aussi bonnes que ce que vous trouverez n'importe où. Ce n'est pas une entreprise technologique. Elle a des fonctions technologiques, mais reste dirigée par l'humain pour en tirer le meilleur et assurer son bon fonctionnement. Vous devez travailler avec un propriétaire d'entreprise. Vous devez lui faire comprendre ce qu'il met dedans, pourquoi et comment comprendre cela. Donc, je pense que c'est cette combinaison entre l'utilisation de la technologie et toutes les choses merveilleuses qu'elle fait mieux que les humains, mais en la superposant à ce dont les humains ont réellement besoin et ce qu'ils attendent d'elle. Donc, c'est juste une question de visibilité, de compréhension et de la bonne éducation plutôt que de la mauvaise éducation. Donc, je veux aborder le côté éducatif parce que, par exemple, je me préparais simplement pour la réunion. Et pour nous, si vous regardez les plus grands coûts, ce sont des données officielles, surtout pour les petites et moyennes entreprises britanniques. Ce sont la hausse des coûts, l'inflation, l'énergie et les matières premières, l'augmentation des taxes et la concurrence mondiale. Ben, il y a aussi les défis opérationnels, acquisition de talents, évolution du marché, cybersécurité, protection des données, travail à distance et infrastructure informatique, comme mentionné. Donc, du côté de l'éducation, c'est très important pour moi. C'est essentiel. Ce podcast a été créé parce que je veux m'éduquer moi-même ainsi que les personnes qui m'écoutent et c'est un travail continu. Donc, tu es un excellent éducateur parce que j'apprends avec toi à chaque fois que je parle, même avec les petits détails. Alors, quelles seraient les parties éducatives que tu mettrais en avant? Parce que je pense qu'on a probablement besoin d'une académie petite et moyenne entreprise à grande échelle qui puisse vraiment aider les entreprises à se mettre à jour sur les petites choses, pas comme les grands cours de Master of Business Administration qui parfois ne préparent pas les gens à la réalité des choses qui changent tous les jours. Je pense que je suis un grand fan de l'éducation entre pairs. Tu apprends, tu sais, je dis toujours, tu assistes à une conférence de 3 semaines organisée par ton entreprise ou autre. Et qu'est-ce que tu apprends le plus?
Normalement, c'est pendant les pauses café ou au bar le soir parce que le sujet a été abordé. Mais ensuite, tu as l'occasion d'interroger ce sujet avec des personnes qui ont une expérience différente de la tienne, meilleure ou moins bonne. Et donc cet apprentissage entre pairs avec des personnes qui l'ont déjà fait et qui ont été sur le terrain est tout simplement inestimable. Adopter cette approche me rend très heureux, alors qu'avant ce n'était pas toujours le cas. Quand j'étais plus jeune, je considérais l'échec comme un véritable échec. Je tentais de le nier, de ne pas l'assumer ou d'éviter d'en parler honnêtement avec les gens. Mais ensuite, j'ai compris que cela m'était vraiment utile. Et en fait, c'est aussi très utile pour les autres. Donc, c'est ce genre d'apprentissage anticipé plutôt qu'après coup, mais basé sur des expériences pratiques plutôt que sur des expériences théoriques. Et c'est souvent la situation quand on, vous savez, quand on aborde quelque chose d'un point de vue éducatif ou, vous savez, d'un enseignement de l'entrepreneuriat, un commerce, etc. On apprend beaucoup là-bas, mais jamais vraiment. C'est sur le terrain, surtout quand ça va mal, qu'on apprend. Et tu te dis que ça n'a pas marché comme prévu. Certaines de ces choses ne s'enseignent pas. Tu ne peux pas vraiment les mettre dans un manuel. Je veux dire, avant, je repensais et je n'arrivais pas à croire. J'ai toujours eu cette méthode que j'appelais sortir des lapins d'un chapeau. Je repensais à tenter d'accomplir quelque chose et d'une façon ou d'une autre, je sortais un lapin d'un chapeau que j'ignorais avoir. Et puis je me disais, comment j'ai fait ça? Je n'en ai aucune idée. Mais vous savez, une fois que le désir est assez fort pour le faire, on trouve simplement un moyen. Et normalement, trouver un moyen venait du fait que tu essayes d'apprendre comment les autres ont fait ça. Comment ont-ils contourné cela? Comment cela s'est-il passé? Les manuels expliquent qu'il faut formuler une demande adaptée aux banques pour obtenir un prêt. Et tu ne sais même pas quel est ce format. Donc tes chances de réussir sont assez minces. Mais si tu connais quelqu'un qui a déposé une demande et qui a été refusée, puis qui en a déposé une autre et qui a été acceptée, apprendre de cette personne, c'est ah oui, tu sais ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ne leur parle pas de cette partie, même s'ils semblent la demander. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Ou alors tu crées un gouvernement ou proposes une offre sur un marché public. Là, la plupart des gens veulent ça. Ils veulent entendre ce qu'ils pensent vouloir entendre plutôt que ce qui est réellement réaliste. C'est de l'apprentissage entre pairs, un apprentissage continu. Et en fait, c'est ça, vous savez, je ne travaille pas dans la tech. Donc ça, c'est, vous savez, c'est votre ensemble de compétences. Mais je suis, vous savez, impressionné par la sorte de magie que des choses comme ChatGPT accomplissent, par exemple. Parce que si vous lui donnez la bonne instruction, que vous la reformulez, puis que vous la reformulez encore, et que vous lui dites autre chose, il fait exactement cela. Il rassemble les expériences précédentes de tout le monde. Donc, il exploite cela. Il y a désormais un risque qu'ils exploitent des expériences négatives en les présentant comme positives, car ils ne saisissent pas encore la nuance. Je comprends ça. Mais dans l'ensemble, ce qui est si impressionnant, c'est que tu te dis simplement que c'est incroyable. Presque personne ne teste ça et dit qu'avant, cela me prenait des jours. Je peux obtenir la formule de base de ce que j'essaie de faire en quelques secondes parce que je peux apprendre de tous ceux qui sont passés avant moi en ce qui concerne à quoi cela ressemblait. C'est surtout ce côté pair à pair qui est important selon moi. Que la dimension humaine est importante, tout autant que les faits eux-mêmes. Tellement de choses. Vous savez, quand on s'est rencontrés, ou même quand on se retrouve ici, ou quand vous rencontrez des gens, votre ton de voix, la façon dont vous leur souriez ou non, tout ce qui est non-verbal, tout ce qui ne vient pas d'un manuel. Vous savez, au lieu de suivre une caractéristique particulière, il y a tellement de choses que vous captez sans même vous en rendre compte et qui influencent la suite. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. J'essaie en quelque sorte de voir comment ces deux choses se rejoignent, mais pour moi, l'approche entre pairs est une bonne voie à suivre. J'adore l'apprentissage entre pairs comme élément clé. Et pour être honnête, je pense que c'est la raison. Je pense que ce podcast entier porte justement sur l'apprentissage entre pairs parce que j'ai appris plus avec des personnes comme toi qu'en fait, probablement pendant toute ma scolarité à l'université. J'ai été enseignante à l'université. Je parle du point de vue professionnel, bien sûr. J'ai appris d'autres choses. Et c'est un élément clé parce que c'est un vrai défi, car comme tu l'as dit, la technologie que nous avons, même si elle est très avancée, ne résout pas beaucoup de ces problèmes. Parce que, comme tu l'as mentionné, ChatGPT peut émuler beaucoup de choses différentes, mais cela va créer un autre type de paradoxe. Et par exemple,
j'ai ça dans ma propre organisation où j'ai différentes personnes, des jeunes, des personnes d'âge moyen, des personnes plus axées sur la vente, et ils se perdent tous un peu dans ces aspects parce qu'au final, si on n'est pas vraiment, d'abord, la plupart des gens ne peuvent pas être assez indépendants. Ils doivent passer par toutes les étapes de l'apprentissage. Et ça, je sais que tu es très bon là-dedans, mais c'est vraiment très difficile. C'est extrêmement difficile. Donc, je veux aborder ce sujet dans le sens où, par exemple, dans ton travail avec les petites entreprises traditionnelles, tu travailles avec des entreprises de taille moyenne et probablement aussi des plus grandes. Penses-tu que cette tendance concerne tout le monde ou surtout les entreprises de moins de 10 personnes, voire un peu plus grandes? Je sais que tu n'as pas de statistiques. Je me base juste sur ton expérience, car, comme tu l'as dit, le relationnel direct se perd à cause de l'informatique et de tout le reste. Non, mon ressenti, c'est qu'on ne va pas vers des entreprises plus grandes. On va plutôt vers des entreprises plus petites à bien des égards. Et ça, c'est en partie dû aux responsabilités accrues d'avoir des employés, aux risques supplémentaires qui viennent avec le succès dans une entreprise, parce que tu es tellement impliqué dans toutes ces choses-là. C'est plus simple à adopter. On privilégie la technologie ou les consultants plutôt que d'embaucher en tant qu'employeur responsable. Donc, mon intuition me dit qu'on ne va pas voir les entreprises devenir de plus en plus grandes. Bah, je pense qu'on verra la concentration de la propriété chez les grandes entreprises, mais que l'exécution en dessous sera assurée par de nombreuses petites micro-entreprises qui réaliseront plein de petites fonctions pour elles. Et le défi sera de savoir s'il existe une manière équitable et juste de répartir les profits, les gains ou la part, vous savez, qui découle de la façon dont cela est réalisé. Ce sera certainement un défi. Mais si c'est reconnu, comme pour tout, vous savez comment résout-on un défi? Eh bien, on ne le résout pas tant qu'on n'a pas reconnu qu'il existe. Donc, et c'est ça pour moi, là, si vous pouvez reconnaître qu'il y a un problème. Eh bien, c'est bien. Si vous ne saviez pas qu'il était là, vous n'avez aucune chance de le résoudre. Dès que le problème existe, vous pouvez commencer à chercher une solution. Et vous savez, une de mes plus grandes frustrations avec les gens je ne dirais pas de votre monde, mais vous savez, les gens issus d'un milieu technique, c'est qu'ils adorent résoudre des problèmes qui n'ont même pas besoin d'être résolus. Vous savez, parce qu'ils se disent, oh, j'ai trouvé une super façon de faire les choses. Mais pratiquement personne n'a besoin de cette solution. Vous savez, donc c'est là que vous voyez, et je remarque au fil des années, enfin, c'est peut-être parce que je vieillis. Je veux dire, mon fils travaille dans le support technique et vous savez, il plaisante toujours avec moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais vraiment? Il dit, oh, je fais juste, il dit, je travaille juste avec des gens comme toi qui sont inutiles. Et je leur dis d'éteindre et de rallumer la machine. Vous savez, on en plaisante toujours à propos de ce qu'on fait. Et vous savez, le truc, c'est que je suis frustré par la façon dont ce que je fais devient plus complexe parce que quelqu'un a pensé que c'était une très bonne façon de faire. Ça ne devrait jamais arriver. Tout doit être plus simple. Ça doit l'être. Et pour moi, la technologie devrait être un facilitateur, pas la raison pour laquelle vous faites quelque chose à la base. Facilitez-moi la vie, ne la compliquez pas. Ne me forcez pas à remplir 3 formulaires, alors qu'avant, il me suffisait d'en remplir un seul pour que quelque chose se passe. Ne compliquez pas les choses au point que lorsque je prends un vol low cost, je sois pénalisé à l'aéroport car je n'ai pas su comment obtenir ma carte d'embarquement à l'avance, ayant réservé via une agence tierce sans référence. Vous gâchez mes vacances avant même mon départ, car cette prétendue facilitation technologique n'en est pas une. Ça a empiré toute l'expérience. Donc, il faut juste rendre les choses plus simples, pas plus compliquées. Et j'espère qu'on y arrivera. Oui, je pense aussi, et nous sommes bien meilleurs qu'avant. Ce n'est pas négatif, je suis d'accord. Je trouve que toutes ces technologies ont rendu beaucoup de choses plus stupides. À grande échelle, nous progressons, mais à petite échelle, l'expérience est forte. Et j'adore, je continue de penser à votre apprentissage entre pairs parce que c'est un élément clé et aussi l'élément de mentorat dans tout ça. Donc, je sais que j'ai dépassé la limite d'une heure. J'apprécie votre temps. Donc, j'ai une dernière question qui est assez large, mais je veux l'aborder. Donc, d'après mon expérience, et bien sûr, je construis de l'intelligence artificielle, donc je ne suis pas une personne conventionnelle. L'intelligence artificielle est en train de tout transformer. Nous avons déjà abordé ce sujet. Mais si je devais demander en pourcentage de 1 à 10, et il y a deux questions ici, la première question est, selon vous, à quel point les gens sont-ils préparés à l'intelligence artificielle de 1 à 10?
C'est la première question. Et la deuxième, si vous deviez demander qui comprend vraiment l'intelligence artificielle dans votre réseau, quel serait le pourcentage? Ah, ce sont de bonnes questions. La plus simple à répondre, c'est à quel point ils comprennent. Je dirais que c'est presque nul. Ils pourraient les croire que c'est presque nul. Je pense qu'ils aiment croire comprendre. Je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Tu crois vraiment que c'est presque nul? Quand ils croient l'avoir compris, mais non, c'est mon point. Donc ils comprennent le résultat. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe, ni de l'impact que ça a. Donc ils sont très simplistes dans leur compréhension de ce que c'est réellement. Et ils ont juste dit que ce n'est probablement pas ça et l'utilisent. Mais je pense qu'ils apprendront, je pense que les gens apprendront vite en fonction de la direction que ça prend. Mais ça dépend de qui les guide, comment ils sont orientés vers là où ça va. Je pense qu'absolument, absolument tout le monde comprend que c'est là pour rester. Et comment puis-je l'utiliser correctement? Et vous savez, certaines choses concernent mon partenaire, par exemple, qui utilise ChatGPT pour beaucoup de choses dans ce qu'il fait. Mais maintenant, elle évoque ChatGPT comme un homme. Oh, il m'a dit de faire ça. Quand j'ai fait ça, il m'a dit bon, que c'était faux, que je ne devais pas. J'en ai besoin. Je me demande, mais qui est-il? Qui est ce type dont je n'ai jamais entendu parler? Il dit à Anna quoi faire. Et soudain, tu as ce gourou qui sait tout. Oh oui, je sais. Il est vraiment bon. Il a trouvé la solution pour moi. Et il l'a fait. Et tu sais, voilà. Et je voulais juste partager ça dans le sens où, tu sais, je me dis, eh ben, c'est juste, tu sais, un gros moteur de données qui s'appuie sur l'expérience des autres et qui te la transmet. Ce n'est pas une personne. Mais tu sais, elle en est arrivée au point où elle considère presque cela comme une personne, presque comme sa meilleure amie, qui, tu sais, m'a aidé comme personne d'autre ne l'aurait fait. Tu sais, c'est génial. Je voulais dire qu'il y avait très peu de compréhension de ce que c'est. Je veux dire, le fait que, oui, on l'utilise et c'est bien. Je ne sais pas si cela répond à la question. Non, 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 oui, et j'en parle parce que j'ai eu des expériences folles, parce qu'une chose, ben, c'est les gens qui ont plus d'éducation, mais j'ai eu ça de la part de grandes personnalités dans le monde de l'investissement, dans le monde bancaire. C'est exactement eux. Donc, je pense, ben, vos notes sont probablement correctes, et cela arrive souvent dans les itérations précédentes de la technologie. Le défi maintenant, c'est que ces itérations se font à une vitesse bien plus grande. Et bien sûr, avec l'intelligence artificielle aussi, la plupart des gens ne se rendent pas compte que lorsque vous mettez vos données dans ChatGPT ou sur d'autres plateformes, vous partagez toute votre vie privée avec eux, à la fois votre vie personnelle, ce qui est bien plus sensible que sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, Voilà ce que je sais. C'est ce que je voulais dire en évoquant leur compréhension nulle, car ils partagent sans réaliser ce qu'ils donnent. oui, je vais transmettre ces données des États-Unis à des entreprises ou à la Chine. Oui, c'est sérieux. Noël, ça c'était époustouflant. Et je pense, merci beaucoup. Je pense que je vais continuer l'idée d'avoir une série sur l'apprentissage entre pairs parce que je pense que c'est ce genre d'élément. Voilà pourquoi je voulais t'interviewer, car ton approche directe est essentielle. Donc, dernière chose, quel conseil donnes-tu aux jeunes entrepreneurs avec ta sagesse, ainsi qu'avec tes succès et tes échecs, mais aussi avec ta persévérance? Je pense que c'est ce que j'aime chez toi, tu es plein d'énergie et de passion. Tu sais, l'ignorance est un bonheur. Et quand j'étais jeune et que je commençais à réussir, j'étais tellement ravi en regardant en arrière que d'autres personnes ne m'avaient pas dit comment cela aurait pu mal tourner. Donc, en ce qui concerne mon conseil, c'est un équilibre difficile à trouver parce que plus on vieillit et plus on apprend, plus on en sait sur la façon dont les choses fonctionnent et dont elles ne fonctionnent pas. Donc, lorsqu'il s'agit d'un jeune entrepreneur, il s'agit d'essayer de lui donner l'équilibre entre ne pas étouffer son enthousiasme ou son énergie pour le faire. C'est un peu comme dire, et c'est ça. Je pense que tu devrais essayer. C'est presque parental, non? Ah, vous savez, vous ne voulez pas trop discuter. Vous cherchez à gagner sur l'essentiel et fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Donc, c'est ça, c'est avoir la capacité, avec un jeune entrepreneur, de fermer les yeux sur toutes ces choses. Vous n'êtes pas obligé de leur dire tout ce qu'ils font de travers. Vous essayez simplement de se laisser sortir et le faire. Donc, mais s'il y a une catastrophe qui se prépare, il faut dire,
Écoute, fais attention à ça. Ça pourrait ne pas fonctionner comme tu le souhaites. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que pour moi, la chose la plus importante en affaires, c'est d'être présent, d'être visible et de le faire encore et encore et encore. C'est ça qui fonctionne. Les fondamentaux du business sont vraiment simples. Si tu es présent, tu sais quoi? Ça marche. Ouais, chaque fois que j'en ai marre et que j'ai envie d'aller enfouir ma tête dans un oreiller et d'abandonner, que je n'ai plus envie de rien faire, dès que je recommence à agir, ça recommence à marcher. Donc, tu sais, quelles sont les trois choses les plus importantes dans le business? Un, l'activité. Deux, l'activité. Trois, l'activité. Sors et fais-le. Donc, pour tous les jeunes entrepreneurs, oui, allez-y. Lancez-vous. Allez-y. Super façon de conclure. Activité, 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 j'adore. Eh bien, James ou Jim, comme on t'appelle, ce fut un honneur. J'adore ta sagesse et ta façon d'aller droit au but sans détour. Et aussi, je pense que cette passion que tu as vraiment pour aider les gens et ton apprentissage entre pairs, bah, ça me marque vraiment. Ce fut un honneur de t'accueillir. Le temps a filé. J'ai encore de nombreuses questions. On pourrait continuer longtemps. Mais je pense que j'aimerais probablement faire un peu plus de séries avec d'autres entrepreneurs parce que je crois qu'il y a vraiment un manque de connaissances sur ces sujets. Oui, ici je parle de nombreux sujets, dont la physique quantique et des intelligences artificielles avancées. Si vous ne savez pas comment faire, voici une histoire pour conclure. Par exemple, j'ai eu en fait découvert cette chaîne. Nous avons interviewé une personnalité ayant reçu près de 20 millions de dollars, tout dépensé en un an. Et tout s'est effondré après un an. Voilà un exemple de défi, car il n'avait aucune expérience. Oui, c'était une entreprise formidable avec une propriété intellectuelle remarquable. C'est un autre problème. J'ai moi-même failli faire ces erreurs plusieurs fois. Donc, c'est ce genre d'approche qu'il faut avoir. L'approche de la Silicon Valley, mais aussi rester terre à terre, c'est super important. Et l'activité, l'activité, l'activité. Oui, oui. Je veux dire, juste avant de partir, très rapidement, vous savez, un de mes très, très bons amis est actuaire. Et vous savez, ils étaient probablement les parents de tout ce qui concerne les algorithmes, en fait, en ce qui concerne le fonctionnement du monde. Et il est super intelligent et a trouvé un produit et une solution fantastique. Et c'est vraiment, vous savez, dans le secteur des services financiers, je pense qu'il n'y a rien qui s'en approche. Et je dois sans cesse lui rappeler qu'il mourra comme l'homme le plus intelligent du cimetière parce qu'il passe à côté de l'essentiel. Mais il faut que tu mettes ça sur le marché. Tu dois trouver des clients. Même si c'est très bon, ils ne viendront pas d'eux-mêmes. C'est tout. Et c'est ça, le point. Il y a des choses absolument fantastiques là-dehors. Mais l'essentiel, tu sais, fais les choses simples. Reste simple. Sors et fais en sorte que ça arrive. Non, merci. Et c'est vraiment important. Je pense qu'on oublie ce niveau de simplicité qu'on doit avoir. Alors, merci beaucoup. Nous ajouterons tous les liens vers la Fédération des petites entreprises et les organisations participantes. Je suis très reconnaissant, je veux le dire publiquement, car ces petits détails, bien que paraissant insignifiants, font une grande différence. Je sais que vous aidez toujours les gens aussi, ce qui est également un point clé. Ce n'est pas seulement en équipe, parce qu'il le rend toujours de bien des façons. Merci, Tim. Avec plaisir. Merci beaucoup.